Je vais vous parler de ce que je nomme, peut-être avec une certaine affection, les beaux restes. C'est un compliment qui s'adresse le plus souvent aux femmes, comme l'indique le Centre national de ressources textuelles et lexicales en ligne. Mais je crois, et vous le découvrirez au cours de mon intervention, que c'est un compliment qui sied aussi aux objets. Les beaux restes, ce sont les traits agréables qui subsistent de la beauté passée. C'est donc quelque chose de beau, en provenance du passé, qui persiste dans le présent, comme un charme indéfinissable ou un trait bien particulier. Pour étayer mon propos, je vais m'appuyer sur l'étude de mon terrain d'enquête, le Recyclodrome, une ressourcerie à Marseille. Mais qu'est-ce qu'une ressourcerie? C'est une association qui a pour vocation de collecter, valoriser et vendre les objets que l'on ne veut plus. Elle se place en amont de la production des déchets, puisqu'elle travaille sur la prévention de ces derniers. En évitant ainsi aux objets d'être jetés, elle les réinjecte dans la circulation de la consommation. Du coup, ils ne deviennent pas déchets. Ce travail de prévention passe aussi par une sensibilisation auprès des citoyens, mais ce n'est pas vraiment le propos aujourd'hui. Je souhaite avant tout, par les biais des 3 étapes majeures, la collecte, la valorisation et la vente, vous montrer en quoi les objets sont ou ont encore de beaux restes. Commençons par la collecte. Vous allez découvrir ici 3 cas de collecte, chez une retraitée, chez une couturière et chez un chineur. Les 2 premières déménagées et le dernier trié pour faire de la place dans sa cave. Première collecte. Nous sommes chez une retraitée qui doit rendre son appartement de fonction. Elle a décidé d'aller vivre près d'Aubagne. Cette femme vit seule et nous explique que ses enfants sont maintenant grands et vivent leur vie. Par quelques mots, je comprends que le mari est absent. Alors que les objets s'emballent, les histoires se déballent. En effet, au fur et à mesure que les techniciens du réemploi, donc employés au Recyclodrome, récupèrent les cartons, les contenants, elle ne peut s'empêcher de nous livrer l'histoire du contenu. Cela passe par des phrases comme « La couronne, là, c'est une couronne de Noël que j'avais faite avec des roses en bois qu'on m'avait offertes. Un jour j'en ai eu ras-le-bol, je l'ai faite avec mes petites filles. » Ou encore « Il y a cette valise aussi, et puis l'étui. Elle nous montre un étui à saxophone, mais il est vide. » Elle nous expliquera aussi que dans sa famille, tout le monde joue de la musique, surtout ses enfants, mais ils sont partis. Je pourrais vous raconter encore bien d'autres histoires de familles liées aux objets de cette retraitée, comme celle du serviteur ou encore du bureau. Cette femme nous fait en quelque sorte l'inventaire de ce qu'il reste après une vie de travail, une vie de famille, une vie d'épouse et de mère. Il est question ici de liens, de souvenirs. Ce sont de véritables objets mémoires. Chacun d'eux est doté d'une histoire spécifique, transformant un simple objet pour les uns en véritable objet affectif pour cette femme. Et pourtant, elle les donne, parce qu'elle voit ce déménagement comme une étape, le début d'une autre vie, et donc quelque part d'une autre histoire, ailleurs, avec d'autres objets. Passons à la deuxième collecte. Les techniciens du réemploi et moi-même sommes accueillis par une dame. Je ne sais pas encore que j'ai devant moi une couturière, rien ne l'indique. Elle nous invite à descendre à la cave pour récupérer les objets à donner. Il y a beaucoup de sacs de jeux de société ou de jouets. Les enfants ont fait leur propre tri, nous dit-elle. Il y a un lien avec les choses de quand ils étaient petits. Mais bon, maintenant ils passent à autre chose. Le déménagement, c'est une étape cruciale dans la vie avec cette idée du changement qui revient de façon récurrente au cours des différentes collectes auxquelles j'ai pu assister. On passe à autre chose, je change de vie, je démarre quelque chose d'autre, etc., etc. Et puis dans cette cave, je remarque ce qui ne peut échapper à personne, des costumes en grande quantité. C'est à ce moment qu'elle m'explique qu'elle est couturière et qu'une partie de cette cave est son atelier de création. Tout le matériel et le nécessaire de couture que l'on peut voir dans la cave est entièrement issu de la récupération. Rien n'a été acheté, ou alors épisodiquement, me confie-t-elle. C'est alors qu'elle me montre les tiroirs à boutons et qu'elle me raconte leur histoire. Cela venait d'une mercerie qui fermait. J'ai d'abord été voir la patronne pour lui demander si je pouvais racheter son fonds pour une somme symbolique pour l'association que j'ai montée avec les autres mamans de l'école de mon fils pour faire les costumes du carnaval. Elle m'a sèchement répondu qu'elle refusait, qu'elle préférait tout faire brûler plutôt que cela aille chez quelqu'un d'autre. J'ai été très surprise par cette réponse, mais après tout, je n'étais pas dans la vie de cette femme pour savoir ce qu'il s'y passait. Alors le soir, je me suis cachée.
J'ai attendu qu'elle ait tout jeté à la poubelle et qu'elle parte. Et là, j'ai tout récupéré. La lecture de l'ouvrage de Valérie Guillard, Garder à tout prix, issu de sa thèse, est une piste pour expliquer le comportement de la gérante de la mercerie si cela vous intéresse. Mais revenons à ce qui nous intéresse ici. D'abord, quand on parle d'objets, on parle d'hommes. Et puis, on saisit ici combien ce qui avait été déchu, jeté à la poubelle, tout ce matériel réduit à l'état de déchet, est redevenu, grâce au sauvetage, si je puis le dire ainsi, réalisé par notre couturière, objet, matière à créer, en quelque sorte, ils avaient encore de beaux restes. Enfin, la troisième collecte, réalisée chez un chineur, a été l'occasion de découvrir l'univers de cet homme et de sa femme. Les paquets prêts à être donnés sont entreposés dans la cave, et pourtant le chineur fait encore un dernier tri, et tout de go nous dit « Mon père disait que tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Comprenez ici que, une fois que l'objet est jeté à la poubelle, au milieu de tant d'autres immondices comme les restants de nourriture, il sera souillé, puis conduit au tombereau pour être livré en déchetterie, puis en décharge. Plus question de pouvoir le récupérer, c'en est fini de lui, il est perdu en tant qu'objet, et perdu pour celui qui aurait pu s'en servir encore. Ce qui est donné, c'est ce présent persistant, ce qui reste encore, l'objet comme le possible de son potentiel. La cave est pleine d'objets à revendre, à troquer et pour certains à donner. Il nous invite à monter dans son appartement. Dans son bureau, il y a encore quelques objets à donner. Il en profite pour nous montrer ses œuvres. Je peins. Il a commencé par des cadres, des encadrements à restaurer, et puis il a fini par peindre tout simplement. Nous retournons au salon. Il nous demande d'attendre un instant. J'ai une super pièce à vous montrer. Vous allez voir, c'est magnifique. Il s'agit d'une bannière de fanfare datée de 1893. Notre chineur se demande s'il la vendra un jour. Il est partagé et a envie de la garder pour lui parce qu'il est question d'une époque et d'un autre temps. Il est des objets qui, loin de nous river au présent, nous permettent de nous échapper dans le temps. Comment savoir ce que fut cet objet et son époque? Qui le portait? À quelle occasion? Qui en prenait soin? Une seule chose est sûre, c'est qu'il est le témoin du passé au fort pouvoir évocateur. Il suscite intérêt et laisse place en partie à l'imaginaire. Voici donc quelques cas de collecte que je voulais vous présenter, car avant même de parler de déchets, il est question d'objets, de ceux que l'on garde pour ceux qui les évoquent ou invoquent, ou encore pour leur utilité au quotidien, mais surtout dans notre cas, de ceux que l'on donne, de ceux qui resteront là et n'accompagneront pas le donateur pour le restant de sa vie. Je voudrais maintenant faire le point sur les pratiques de la collecte au recyclodrome. La ressourcerie récupère tous vos objets inutiles, tous les objets que vous ne voulez plus, qui encombrent dans maisons, appartements ou encore entreprises. Au recyclodrome, on récupère tout ou presque. Le local n'est pas équipé pour traiter et réparer le gros électroménager, aussi ce type d'équipement n'est pas récupéré. C'est aussi le cas pour le gros mobilier comme des canapés ou des matelas. Le local est trop petit pour accueillir ces éléments. De plus, sur place, au moment de la collecte, les membres du recyclodrome ont un droit de réserve sur les objets donnés et peuvent refuser certains d'entre eux, soit pour les raisons évoquées précédemment, soit parce qu'ils sont véritablement en piteux état, impossibles à valoriser. Les dons se font soit par collecte à domicile, soit par rapport volontaire en boutique. Lorsque j'étais sur le terrain, la collecte à domicile se faisait une fois par mois, sur rendez-vous. Cela demandait une certaine organisation afin de planifier toutes les collectes le même jour. Les apports volontaires en boutique ne peuvent être réalisés que le mercredi, unique jour d'ouverture à l'époque. D'une façon globale, c'est par les collectes à domicile que les techniciens du réemploi récoltent le plus d'objets. Comme vous avez pu le constater avec les 3 cas de collecte, les objets à donner se trouvent pour la plupart relégués à la cave. C'était aussi le cas pour notre retraité, pour une partie de ses cartons à donner. François et Desjeux ainsi que Octave de Barry nous livrent quelques explications significatives de cette situation. Tous ces objets qui ne sont plus vraiment utiles au quotidien vont être écartés des lieux de vie au profit de ceux dont l'usage est courant. Ils vont finir de côté, d'abord dans des boîtes ou rangés en hauteur, puis poussés un peu plus loin, comme dans le grenier et plus particulièrement ici à la cave. Au fur et à mesure, ils sont de plus en plus froids, pour reprendre l'expression de François et Desjeux, pour finir totalement glacés. C'est le moment de la séparation.
Jeté ou donné, l'objet sort de l'univers de son propriétaire. Il est déchu de son statut, seule reste la forme, les contours, telle une coquille qui aurait été vidée de toute sa substance, de sa valeur et en quelque sorte de son âme. Quelque chose a disparu, finissant d'achever l'objet, il ne reste rien, et pourtant. Les objets ainsi collectés vont être maintenant valorisés dans l'atelier du recyclodrome. Plusieurs moments clés au cours de la valorisation. Tout d'abord, on procède à un tri. Les objets qui sont en bon état, qui ne nécessitent pas de réparation, seront simplement nettoyés et mis en boutique. Ceux qui ne pourront pas être réparés par les techniciens du réemploi seront démantelés et la matière est partie dans les bacs à disposition. Puis, ils remettront en état les objets qui ont besoin d'une réparation. Certains seront même transformés. Je voudrais revenir un instant sur le démantèlement. C'est aussi l'occasion pour les techniciens du réemploi de récupérer du matériel pour les futures réparations, que ce soit de la quincaillerie, des outils, des planches de bois, etc., etc. Ici, ce qu'il reste de l'objet n'est plus une masse confuse dont on ne peut rien tirer, mais bien la quintessence de la matière. Ce reste n'attend qu'un geste pour le transformer en matière à exploiter. Cette valorisation ou réparation de l'objet s'effectue soit par le réemploi, soit par la réutilisation. Le réemploi, c'est un nouvel emploi d'un produit ou d'un composant pour un usage analogue à celui de sa première utilisation, comme par exemple une bouteille d'eau en verre. La réutilisation consiste à utiliser un produit ou un composant pour un usage différent de son premier emploi. Par exemple, au recyclodrome, les techniciens du réemploi ont transformé des bouées de mer en plafonniers, suspension lumineuse. Dans les deux cas, nous avons affaire à des pratiques de bricoleur, de celui qui récupère et qui conserve des éléments, des bouts, des restes, en vertu du principe que ça peut toujours servir, en l'occurrence ici à une prochaine réparation. Et puis, ce chasseur de restes va utiliser tout ce matériel collecté à ses propres fins de façon ingénieuse ou créatrice, puisque le reste n'a pas d'usage imposé, déposé, il est en reste de sa prochaine utilisation. Mais il ne faudrait pas imaginer que le recyclodrome est capable à son échelle, en tant que ressourcerie, de remettre tous les objets en circulation. Comme nous l'avons vu précédemment, les techniciens du réemploi procèdent à un démantèlement de l'objet lorsque celui-ci ne peut être réparé, répartissant les matières récupérées, soit dans l'atelier du recyclodrome, soit dans des bacs destinés à être déposés auprès de filières de recyclage dès qu'ils sont pleins, chez les ferrailleurs pour le métal ou les friperies pour les textiles. Le déchet de l'un fait la fortune de l'autre et réciproquement. L'état du déchet n'est pas définitif. Le terme même de déchet est mouvant, tour à tour reste ou détritus. C'est pour cela que j'emploie le terme de reste en ce qui concerne ces objets dont on ne veut plus, dont on souhaite se débarrasser, mais qu'on ne jette pas à la poubelle. Au contraire, on les donne ou on les dépose auprès d'organismes ou de filières qui sauront réutiliser ou réemployer la matière par recyclage. Il ne faut pas non plus croire que le recyclodrome en tant que ressourcerie ne produit aucun déchet. Il y a aussi une poubelle pour le tout venant. Certes, elle ne se remplit pas rapidement, et c'est là la force de la ressourcerie, la preuve que l'on peut éviter que nos poubelles débordent. Mais elle se remplit malgré tout. Elle se remplit du bout, du détritus, de l'inutilisable. Il en va de même pour les filières de recyclage. On parlera alors de déchet ultime, celui qui partira pour son dernier voyage dans une fosse d'enfouissement où il sera mis en terre. L'article L 541-1 du Code de l'environnement nous dit qu'il est question d'abandon. Et Dominique L'Huillier rajoute ceci. Le déchet est le produit d'une condamnation à mort. Et c'est peut-être pour cela qu'il déplaît à ce point. Quoi qu'il advienne, il y a et aura toujours du déchet, qu'il vienne des particuliers, des ressourceries ou des filières de recyclage et même d'ailleurs. Et c'est peut-être un fantasme que d'idéaliser une société sans déchets, pour reprendre l'idée qu'avait évoquée Agnès Jean-Jean au cours d'un colloque à Marseille. Aujourd'hui, l'intention de tous ces organismes dans la lignée du développement durable est sûrement de faire en sorte
de jeter comme on consomme avec modération. Il n'y a qu'à écouter le slogan de la Semaine européenne de la réduction des déchets, réduisons vite nos déchets, ça déborde. Vous découvrez ici la circulation de tous ces objets devenus restes et non déchets. Pour tout ce qui n'a pas été jeté, je parle de restes, car il s'agit bien là d'objets qui jouent de leurs restes, en restes, puisqu'ils ont encore quelque chose à donner, dans l'attente de leur prochaine utilisation. Et le talent du bricoleur, ici celui du technicien du réemploi, fera le reste. Mais que reste-t-il pour que l'objet soit remis en circulation? La vente. Une fois valorisés, les objets sont redistribués par l'association moyennant une somme modique dans la majorité des cas. Ces objets sont vendus dans la boutique de l'association, mais aussi à l'occasion de braderies comme à la friche La Belle de Mai. Ils restent là, sur les étagères, à attendre qu'un client les achète, les retransformant ainsi en objets. Est-il question de tendresse? De cette idée que l'on sauve in extremis un objet de la mort? Un objet ne peut vraiment mourir en soi, mais que veut-on vraiment sauver? L'objet? Ou son vécu? Son passé? Certains clients achèteront utile sans se soucier de la provenance de l'objet. D'autres achèteront futile pour l'émotion que provoque cet objet venu d'ailleurs, venu d'une époque révolue. Il y a le regret du c'était mieux avant qui surgit parfois au cours des échanges par le biais des conversations. On dit aussi que les objets de seconde main ont une seconde vie, une seconde existence, mais il n'en est rien. Tout d'abord, l'objet n'est pas vivant, il ne naît pas, mais on attribue parfois à son créateur une paternité. L'objet, dès lors qu'il est produit, apparaît et ne disparaîtra que lorsqu'il sera détruit. Alors, où réside la seconde vie de l'objet? Dans ces rencontres, dans ce voyage de main en main, qui fait qu'il partage à chaque fois la vie, le quotidien de son nouveau propriétaire. Une nouvelle vie donc, en quelque sorte. Je crois que c'est ce que voit le nouveau propriétaire lorsqu'il regarde l'objet ancien, son prédécesseur, celui à qui l'objet a appartenu avant, et aujourd'hui en l'achetant, il le fait sien et lui offre une nouvelle vie, la sienne. Et je crois qu'Octave de Barry évoque bien cela dans cette phrase, c'est au regard de ceux qu'ils ne sont plus en première main et de ceux qu'ils peuvent devenir en seconde main qu'ils conservent une valeur. Il y a eu un avant, il y a eu un après, conférant à l'objet de seconde main un charme particulier, comme s'il avait de beaux restes. Ces beaux restes se matérialisent aussi par la capacité des objets à être bavards. Je vous invite à lire la série Ce que disent les objets de Marianne Pavot pour vous en rendre compte. Vous pouvez la trouver sur son carnet de recherche en ligne, La pensée du discours sur hypothèse. Bien sûr, les objets ne sont pas dotés d'une bouche, mais ils nous disent bien des choses. Et que disent-ils? Nous l'avons vu précédemment, au cours des collectes, alors que les objets s'emballent, les histoires se déballent. Dès qu'il est question d'histoire d'objets, il est question d'histoire d'hommes. J'ai pris quelques exemples d'objets pour illustrer mon propos. En haut, vous pouvez voir 3 photos d'objets, des boîtes de bobines de films, des machines à écrire et un assortiment de portraits encadrés. Des objets parmi tant d'autres, sauf qu'ils n'ont pas été donnés par n'importe qui. Le donateur n'est autre que le cinéaste Guédiguian. D'habitude, les membres du recyclodrome font peu cas des histoires des objets collectés. Ils refusent de créer un quelconque lien affectif avec l'objet. Ils ne sont pas là pour s'attacher à eux, mais bel et bien pour les remettre en circulation. Pourtant, ils n'ont pas hésité à présenter ces objets aux clients comme ayant appartenu au cinéaste. Ainsi, cette personne prendra 4 boîtes de bobines de film plutôt que 2, dès lors que l'objet s'est vu estampillé du nom de Guédiguian. Une autre personne regrettera de ne pas avoir pris une des machines à écrire, mais se consolera en se disant qu'elle n'avait pas la place chez elle. Et puis un couple s'émerveillera devant les portraits. Les 3 photos du bas présentent un couple de mariés en résine à placer en haut d'une pièce montée, quelques vieilles partitions de musique et une guitare. Ce couple de mariés a beaucoup voyagé pendant son passage au recyclodrome jusqu'aux îles du Frioul et a fini par repartir entre les mains de jeunes mariés retraités parce qu'ils symbolisent leur union, rencontre improbable selon leur dire. Les partitions de musique ont été données par notre retraité rencontré au cours de la collecte ainsi que la guitare. C'est Mathieu, coordinateur technique au recyclodrome, qui s'écriera « C'est une Catania Carmelo !» Puis il en jouera durant l'après-midi. Les objets nous parlent et leur pouvoir évocateur est puissant
d'autant plus lorsque les objets sont anciens. Que l'on connaisse leur histoire ou qu'on la fantasme complètement, l'objet fait écho à des souvenirs, à des envies, à des événements de notre propre vie ou d'une vie rêvée. C'est en ce sens qu'il faut comprendre que les objets nous disent bien des choses. Et c'est peut-être en ce sens aussi que l'on peut parler une fois de plus de beau reste, que sont ces histoires contenues, scellées à jamais pour certaines, dans l'éloquence du silence de l'objet. Mais aussi dans ces histoires à créer, la forme, la matière, les contours, l'usure de l'objet offrant un terrain propice à l'imagination. En guise de conclusion, je vous propose 3 citations pour reprendre les grandes idées de cette présentation à propos des beaux restes. D'abord, c'est le rejet qui fait le déchet, l'abandon pour reprendre le terme du Code de l'environnement. La récupération fait le matériau. Tout ce qui reste peut potentiellement être réutilisé encore et encore. Ensuite, parce qu'il est un objet usagé, un objet d'une autre époque, il offre ce charme du mystère qui est celui du passé. Alors qu'il est là, présent, il convoque en même temps ce qui échappe, ce qui ne sera jamais vraiment ou totalement su. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a de beaux restes. Enfin, il est bel et bien question ici de restes et non de déchets, parce que le reste est potentiellement réassimilable dans le cycle de la vie. Ainsi s'achève cette présentation. Vous pouvez me contacter à mon adresse mail ou me suivre sur Twitter, ou encore lire mes réflexions sur mon carnet de recherche qui est actuellement en hiatus et reprendra vie une fois la thèse déposée. Merci de votre attention.